quand on est une boîte familiale, contrôlée, nous, notre obsession, c'est toujours la génération d'après. La santé des hommes, c'est très cohérent avec la santé de la planète. Et finalement, quand vous réfléchissez à ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours, si vous y faites un petit peu attention, vous avez un impact majeur sur votre santé et encore une fois sur les grands sujets environnementaux aujourd'hui. Finalement, la transformation digitale, c'est pas juste une transformation d'outils, c'est aussi une transformation organisationnelle et culturelle. On ne peut pas dialoguer sur la fin du monde si on ne sait pas ce qu'on gagne à la fin du mois. À partir du moment où on a donné de la visibilité à nos éleveurs, qu'on leur a dit mais quoi qu'il se passe sur le marché, on part de ce prix du lait, on rajoute le prix de votre travail et on met des primes à la transition agroécologique, en un an, je ne sais pas si vous imaginez, 1 an dans le temps agricole, c'est rien. En 1 an, ils avaient basculé lait de pâturage. Une entreprise, c'est une somme de conversations. Et finalement, le rôle du dirigeant d'entreprise, c'est de poser le cadre qui permet d'avoir les bonnes conversations. Et après, sur base de conversations, des décisions se prennent, des actions se font. Mais c'est ça le gros de la transformation chez Bell. Quand on a des lignes qui ne sont pas digitalisées, on n'a pas mis des capteurs sur l'intégralité de la ligne, on s'aperçoit du défaut en bout de chaîne, parfois une semaine après. Nous, on a un modèle multilocal. En fait, on met nos usines à proximité des marchés de consommation et aussi beaucoup, parce qu'en fait, Babybel, c'est un produit frais, par exemple. On se met là où il y a du lait. Moi, en tant que CIO, je suis là pour créer de la valeur. La bonne question, quand j'interagis avec mes actionnaires, c'est comment on définit la valeur. Et la valeur chez Bell, on la définit sur 2 jambes qui ont toutes les 2 le même niveau d'importance, la jambe financière et la jambe de la durabilité. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois et demi, nous recevons un dirigeant d'entreprise qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique, via l'informatique quantique ou la réalité immersive, ou encore le spatial, les sciences de la vie ou des matériaux, les crypto-monnaies, la cybersécurité et bien sûr la décarbonation. La combinaison de ces technologies, qui est la caractéristique de cette 4e révolution industrielle, de cette hyper-transformation, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de développement des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter, de se transformer en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter comme si vous y étiez les coulisses et les impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale à l'œuvre. En ce mois d'avril 2025, j'ai le plaisir de recevoir la dirigeante d'une très grande entreprise agroalimentaire que tout le monde connaît, une femme extrêmement discrète que j'ai rencontrée récemment et pour laquelle j'ai depuis longtemps énormément d'estime. Il s'agit de Cécile Belliot, la directrice générale du groupe Bell. Cécile, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Cécile, vous êtes diplômée de l'ESSEC et vous êtes forgée une solide expertise dans l'univers des biens de consommation chez Danone pendant 18 ans où vous avez notamment dirigé la France. Vous avez rejoint le groupe Bell en 2018 comme directrice générale adjointe en charge de la stratégie, entre autres. 4 ans plus tard, vous en êtes devenue la directrice générale, la première femme à diriger le groupe fromager depuis sa création en 1865 et seulement la 2e dirigeante qui n'est pas issue des familles actionnaires. Sous votre gouvernance, Bell a accéléré sa transformation vers un modèle plus durable et plus végétal, avec l'ambition de devenir un leader du snacking sain et responsable. Votre groupe produit des marques iconiques comme la Vache qui rit, Babybel, Apéricube, Boursin ou même Pompot. Il a réalisé plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, investi 192 millions dans 30 sites de production répartis dans 15 pays. Vous employez 12 000 collaborateurs et distribuez vos produits dans 120 pays. Le groupe Bell, devenu entreprise à mission l'an dernier avec la raison d'être de donner accès à une alimentation plus saine et plus durable pour tous, est détenu à 98,5% par les familles Fievé, Sauvin et Dufort. Je l'ai dit dans mon introduction, le groupe Bell est connu pour ses célèbres fromages à pâte molle, au point d'ailleurs d'être dans un frigo sur 2 en France. Mais il est moins connu pour son segment fruits, avec les marques Pompot ou Materne,
et surtout pour ces produits à base végétale qui représentent déjà aujourd'hui 5% de votre activité. Au total, le non laitier pèse 25% de vos ventes avec l'objectif de passer à terme à 50%. Alors, ma première question est simple, pourquoi cette diversification dans le non laitier? Est-ce que c'est par sécurité, par opportunisme, par choix, par calcul? Non, en fait, nous, on fait rarement les choses par opportunisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être tactique de temps en temps, mais quand on est une boîte familiale, contrôlée, nous, notre obsession, c'est toujours la génération d'après. En tout cas, c'est comme ça que mes actionnaires se définissent. Ils se définissent comme des passeurs et ils sont là pour passer le bâton à la génération d'après. Donc, c'est vrai que notre stratégie, elle est très basée là-dessus. Et quand on regarde le sujet de l'alimentation, on s'aperçoit très vite ça, que l'alimentation, c'est la santé des gens. L'alimentation, c'est la santé de la planète. C'est la santé de la planète parce qu'un tiers des émissions carbone, c'est l'alimentation. Parce que 70% de l'eau qui est utilisée dans le monde est utilisée dans le cadre de la chaîne alimentaire. C'est le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Moi, je dis toujours, si j'ai pas un pommier ou un éleveur au démarrage de la chaîne, je ne nourris personne. Et donc, on a mis au cœur de la stratégie, en fait, ces enjeux-là. Et quand on regarde ces grands enjeux, c'est là où on voit que les choses sont bien faites, la nature est bien faite, qu'en fait la santé des hommes, c'est très cohérent avec la santé de la planète. Et finalement, quand vous réfléchissez à ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours, si vous y faites un petit peu attention, vous avez un impact majeur sur votre santé et encore une fois sur les sujets, les grands sujets environnementaux aujourd'hui. Et donc pourquoi ce pivot du lait vers le non laitier ? Et pourquoi une vision de se dire finalement on peut aller chercher la moitié du portefeuille qui sera fait à partir de lait, la moitié du portefeuille sur des produits non laitiers. C'est une logique de résilience. Quand on a deux jambes, vous savez quoi, on tient plus longtemps que quand on en a qu'une. C'est aussi l'ADN du groupe, c'est-à-dire que quand on regarde l'origine du groupe, c'est la vache qui rit, c'est le Babybel. En fait, un Babybel, c'est issu de nos deux savoir-faire, qui sont évidemment, un savoir-faire de fromager laitier, deux, un savoir-faire de packager. En fait, nous, on sait faire des portions, des mini-portions, et on n'appelle ça des portions de bien manger. Et quand je dis on sait faire, ça paraît super simple, en fait. Mais c'est très compliqué. Sauf que c'est très compliqué. Personne au monde ne sait produire du Babybel à part Belle. Personne au monde ne sait faire de la Paris-Cube à part Belle. Et donc, c'est drôle de dire que même les Chinois, je ne dis pas qu'ils ne sauront jamais le faire, mais aujourd'hui, ils ne savent pas le faire. Et donc, quand on part de ça et qu'on se dit, pour avoir une plus grande résilience, il faut deux jambes et résilience aussi par rapport à ces enjeux environnementaux, on sait que le lait et l'élevage est lourd en carbone. C'est un fait. On sait que l'élevage est lourd en utilisation d'eau, est lourd en surface que l'on va utiliser pour nourrir des bovins. Et on sait aussi, puisqu'on se projette, nous, sur la génération d'après, qu'en 2050, on a 10 milliards de personnes à nourrir et que le modèle actuel, qui nourrit tenable à travers de la protéine animale, n'est pas tenable. C'est impossible. On a toutes les données, en fait. C'est impossible de nourrir 10 milliards de personnes correctement avec la protéine dont ils ont besoin tous les jours si on adopte le régime alimentaire des pays du G20 aujourd'hui. Donc, en fait, quand on regarde sous toutes ces dimensions, performance financière, la résilience, enjeu de nourrir les 10 milliards de personnes qu'on aura devant nous, enjeu de santé, quand vous équilibrez, quand vous mettez plus de fruits et de légumes dans une assiette, en fait, c'est plutôt bien. C'est bien pour votre santé, c'est bien pour la planète. Et quand on est parti aussi de l'ADN du groupe, ce savoir-faire finalement de packager, quand on a vu Pompot, on s'est dit, c'est exactement la même histoire. En fait, Pompot, c'est une portion de bien manger, fruitière, c'est 100% fruits, c'est autant de sucre que dans une pomme, 100% fruits, pas de sucre ajouté, c'est une source de fibres tout à fait naturelle. Et on sait aussi, c'est ça que j'adore dans Pompot, c'est que quand les enfants consomment de la Pompot, ils consomment plus de fruits frais. Parce qu'en fait, c'est une façon d'amener à l'enfant le goût du fruit. Et donc là, on s'est dit, on est exactement dans l'ADN du groupe. Babybel, c'est un truc super sain, super ludique, et que les enfants adorent et qui permet d'être une source très naturelle de protéines pour les petits et pour les grands. C'est 98% de lait, 2% de ferment, donc c'est quand même difficile de faire plus simple comme recette. Pompot, c'était la même histoire. Et c'est de là qu'est venue cette logique de diversification. On s'est dit, mais finalement, nous, on est là pour offrir des portions de bien manger. Ils ont des portions de bien manger de lait, de fruits, de légumes, de végétal quand on fait des portions de fromage au lait végétaux. Et tout ça rentre complètement dans notre mission, en fait. C'est aussi une logique de marché parce que les nouvelles générations sont moins enclines à
le lait, il y a beaucoup plus de volonté d'une offre végétale, et on sait que notamment qu'aux États-Unis, le marché végétal, il est très puissant. C'est quand même 10% du marché du lait outre-Atlantique et 10-15% de celui des yaourts. Donc ça veut dire que Absolument. là, il y a un marché à prendre. Absolument. Il y a un marché et nous, on est convaincus que ce marché va continuer à se développer. Encore une fois, parce que finalement, c'est une réponse à des attentes de société qui sont fortes. C'est une réponse à une génération qui est plus consciente de l'impact de ce qu'ils vont mettre dans leur assiette sur les grands sujets environnementaux. Il va y avoir une partie de la population qui va se dire ou se sentir allergique au lactose. Bon, bah voilà, donc les laits végétaux sont une bonne solution. Et nous, on est là pour offrir des solutions à tous. Donc, on n'oppose pas, en fait. C'est intéressant parce que souvent, on a tendance, surtout dans la société aujourd'hui, à stigmatiser et à opposer. Et nous, on dit chez Bell, notre motto, c'est dire, nous, on met du « et » dans tout. Donc, oui, bien sûr que je sais faire un Babybel à base de lait et que je trouve ça super nutritionnellement, gustativement. Et je trouve ça super aussi d'avoir un Babybel qui peut être fait au lait d'amande et dans lequel je vais mettre de la protéine de pois. Et je vais pas opposer le fait d'être super sain et d'être super ludique. Je pense qu'au contraire, c'est quand on est super fun et super sain qu'on va attirer un maximum de petits et de grands, en fait. Parce que la ludicité, finalement, c'est quand même sympa pour tout le monde. Ouais. Et dire que c'est très ludique de défaire un Babybel ou un Kiri. Il y a vraiment quelque chose dans l'enfance. Ça, exactement, c'est une expérience gustative, mais en même temps fonctionnelle importante. Alors, votre diversification se fait aussi sur vos produits originaux que vous ne cessez de transformer et d'adapter aux spécificités des consommateurs des pays du monde entier. Alors, par exemple, la vache qui rit a plus de 150 recettes. On la trouve enrichie en lait, calcium, vitamine D et fer au Maroc. Elle est distribuée en version sucrée, goût framboise en Chine ou sous format d'apéricube. On peut l'acheter assaisonné au curry ou avec des épices mexicaines aux États-Unis. Elle est commercialisée en tranches, blocs, tartinables, en cubes, râpée en Inde, enrichie en protéines, calcium et vitamines. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette diversification tous azimuts? Vous n'avez pas peur, au final, de perdre l'âme de vos produits? Non, parce que ça, c'est l'âme de vache qui rit, en fait. Notre modèle, c'est toujours pareil, nous, on met du lait. Donc, il y a peu d'entreprises comme Bell qui ont des marques aussi fortes, globales. Vache qui rit, c'est la même icône dans 120 pays. Donc, elle est vraiment globale. Si vous-même vous interrogez des consommateurs dans le monde entier, ce qu'ils vont adorer dans la vache qui rit, ce qu'ils célèbrent, c'est le pouvoir du rire. Quand on regarde les profils de ces consommateurs-là, c'est des gens qui sont très ancrés dans la réalité, qui savent que le monde est dur, et qui savent aussi qu'ils tirent une part de leur résilience dans cette capacité à rester positif et finalement à toujours vouloir faire le pas de côté et essayer d'en rire. Ça, c'est comme ça que les consommateurs connectent avec la marque. C'est ce que la vache qui rit célèbre depuis ça, plus de 100 ans. Ça, c'est son ADN, je dirais, de marque globale. Voilà. Quand on et pourquoi on la localise? Parce que c'est ça la force du modèle, c'est d'être à la fois global sur sa grande mission et super pertinent localement. Et donc, quand vous regardez la vache qui rit, en France, bah évidemment, elle est née dans un pays où il y a une tradition fromagère. Donc, c'est souvent le premier fromage que je vais faire goûter à mes enfants parce que c'est très ludique et c'est très accessible. Vous allez aux États-Unis, la vache qui rit a explosé aux États-Unis grâce à un nutritionniste qui a écrit un livre, c'était il y a 15 ans, qui s'appelle le South Beach Diet, et donc qui célébrait en fait les régimes protéinés, en disant si vous voulez perdre du poids, allez chercher des sources naturelles de protéines et éliminez le sucre. C'était très valide d'ailleurs et ça l'est encore aujourd'hui. Voilà. Et donc il écrivait noir sur blanc dans son livre le snack idéal, c'est une portion de vache qui rit avec 2 crackers. Bah oui, parce qu'une portion de vache qui rit, ça fait moins de 45 kilocalories, donc c'est moins qu'un yaourt nature. Donc c'est une alternative à la junk food. C'est une vraie source de protéines et c'est hyper pratique et c'est hyper gourmand aussi. Ça a fait exploser la vache qui rit. Donc si vous allez aux États-Unis, on va vous dire que la vache qui rit s'adresse plutôt à une cible adulte, plutôt à une cible de femmes qui prennent soin de leur corps. Et elles vont dire que la vache qui rit, c'est le snack idéal quand elles font attention à elle. Vous allez au Maroc, la vache qui rit, c'est le beurre. Voilà, exactement, c'est la tartine. Et comme en plus, on est toujours dans notre volonté de faire mieux pour la santé des gens et nutritionnellement, chaque recette de vache qui rit va être évidemment adoptée au goût des consommateurs locaux. Donc, quand on en prend le matin au petit déjeuner comme le beurre, on va chercher des goûts un peu moins fromagés. Quand on le prend comme un snack, on peut aller vers un goût piment, un goût, on peut faire tous les goûts possibles quand on est sur un snack.
Et quand on est engagé comme nous sur les sujets de nutrition, on travaille localement avec les nutritionnistes. Et quand on est en Europe, on n'a pas de déficience nutritionnelle. Donc là, notre enjeu sur la vache qui rit, ça va être baissons le taux de sel, baissons le taux de matière grasse et ayons la recette la plus naturelle possible. Ce que vous avez fait aussi avec Kiri, sans sel et sans additifs. Absolument. Quand on regarde vache qui rit au Maroc, il y a des déficiences nutritionnelles sur les enfants. Donc là, on travaille main dans la main avec les nutritionnistes et c'est pour ça qu'on a une recette où on va enrichir en fer, en zinc, en vitamine A, en vitamine D, en calcium. Et parce que tout le monde le réalise pas forcément, la grande chance qu'on a, c'est qu'en fait, la portion de vache qui rit est un très bon véhicule à la fortification. Si vous prenez un yaourt, par exemple, vous mettez du fer dedans, c'est immangeable. Ça goûte le fer. Et donc ça, c'est formidable et c'est pour ça que les nutritionnistes nous aiment bien parce qu'on a vraiment une capacité à apporter une solution quotidienne, accessible à des sujets de nutrition qui sont majeurs. Mais vous l'avez goûté, vous, votre vache qui rit au goût tarte au citron? Alors, pas de précis, c'est pas de la vache qui rit, c'est du kiri. C'est du kiri. Ouais, c'est du cream cheese, donc c'est une base laitière. Le kiri, c'est quand même très doux, très crémeux. Et pourquoi en Chine? Alors moi, j'adore la tarte au citron. Je vous mets au défi. J'adore ce produit. Donc en fait, ce sont des petits cubes, donc la même forme que l'apéricube en France, sauf que la base à l'intérieur est vraiment une base laitière. En fait, c'est un snack laitier. C'est pas vraiment un fromage. Donc fromage blanc en France, on met bien du sucre et de la confiture. Si ça s'appelle du fromage blanc, c'est parce qu'au départ, c'est du fromage. Et donc, c'est juste que nous, on sépare les deux catégories. En Chine, pour eux, le mot fromage évoque juste concentré de lait, ce qui est assez juste. Donc, nous, on a juste fait pareil, en fait, une base fromagère type, encore une fois, kiri, mais à l'intérieur de laquelle on va plutôt aromatiser avec des parfums sucrés, puisque les Chinois détestent le goût fromager. Par contre, ils sont comme tout le monde. En fait, ils font des pauses et en fait, à 4 heures, ils prennent un thé vert et ils vont chercher finalement à compléter cette pause avec un snack. Et quand on propose de compléter le thé de 4 heures avec une petite portion de kiri parfum chou à la crème ou parfum tarte au citron, et ils trouvent ça formidablement bon, formidablement ludique, parce que le petit cube, il est plein de couleurs et quand on l'ouvre, on a un petit message à l'intérieur et ils trouvent ça formidablement sain parce que alors nos fameux cubes vendus en Chine, c'est moins de 15 kilocalories et c'est une source, là encore, de protéines et de calcium. Votre diversification, elle est aussi internationale. Je l'ai dit, vous commercialisez vos produits dans 120 pays. Vous venez d'ailleurs d'ouvrir une usine en Inde et la France ne représente plus que 20% de vos ventes. On ne le sait pas, mais votre premier marché depuis 2 ans, ce sont les États-Unis, où vous possédez 5 usines et où vous avez l'ambition de passer le bloc États-Unis-Asie de 33 à 50% de votre chiffre d'affaires en 5 ans. Alors pourquoi ce focus sur les États-Unis et l'Asie et pas sur l'Europe, je dirais, ou même l'Afrique? Alors, quand on s'intéresse à nourrir le monde, on va regarder là où il y a du monde. Donc, c'est assez facile, les stratégies, quand on est dans l'alimentaire. Il faut regarder où est-ce qu'il y a une grosse population et une grosse population qui a les moyens d'acheter nos produits. Et donc, où est-ce qu'il y a une grosse classe moyenne et une classe moyenne qui continue à se développer. En France, on a une marque très mature, on a déjà un bon niveau de pénétration, on couvre très bien, on est dans un frigo sur 2 en France. Donc, on peut considérer qu'on a bien fait difficile le plein. De faire plus. Voilà, donc on a un modèle qui est très résilient, mais c'est pas là qu'on va aller chercher une croissance à 2 chiffres. Et on a historiquement une empreinte géographique qui est forte d'ores et déjà sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et pour des raisons historiques, parce que vous l'avez compris, on vend des portions de bien manger, mais elles ont une force. Donc, on vend à la portion, ce qui nous rend très accessible, en fait. Ça, parce que notamment en Afrique. Voilà, en Afrique, au Maroc, je vais acheter chaque jour 1 à 2 portions de vache qui rit, parce que j'ai pas les moyens d'acheter plus. Et surtout, je n'ai pas besoin de chaîne du froid. Donc, il y a peu de produits laitiers. Tout à fait. Et il y a très peu de sources de protéines sûres que vous pouvez consommer partout dans le monde. Et vous pouvez consommer vous trouverez d'ailleurs une portion de vache qui rit partout dans le monde. Et ça, c'est ce qui a fait la force du modèle et ce qui a permis d'arriver sur Afrique du Nord et Moyen-Orient. On était historiquement bien positionnés aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, la force d'ailleurs des États-Unis, c'est qu'ils ont une démographie positive. Ils ont une classe moyenne qui continue à être de plus en plus nombreuse. Ils ont une immigration, en fait, qui porte la croissance des États-Unis. Et on a des marques qui, même si elles sont très connues,
Babybel, par exemple, vous allez n'importe où aux États-Unis, vous montrez le petit rond rouge, on vous dira c'est un Babybel. Et néanmoins, quand on regarde le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de foyers qui, dans l'année, vont consommer un Babybel, c'est 10% aux États-Unis, c'est 20% dans l'ensemble des autres géographies. Donc on sait qu'on a encore un gros potentiel de croissance aux États-Unis. Et il y a aux États-Unis un phénomène qui accélère très fort, c'est le besoin de nourrir différemment les enfants américains et les familles américaines. Aux États-Unis, il faut réaliser qu'il y a un adulte sur deux qui est obèse, qu'il y a 40% des enfants de moins de 6 ans qui sont en obésité, que c'est un des rares pays où la durée de vie diminue, c'est-à-dire la longévité moyenne diminue, parce qu'ils font face à cette épidémie de diabète, d'obésité. Et du coup, les Américains prennent conscience, et les clients américains, surtout de la classe moyenne. Exactement, nos grands clients américains et les classes moyennes réalisent l'importance, en fait, de bien s'alimenter. Quelques chiffres encore, 80% des Américains manquent, donc ne mangent pas assez de lait, de fruits, de légumes. Donc nous, on se dit, on a un rôle à jouer. Et ils snackent toute la journée. C'est le mode de consommation. Voilà. Donc, ils sont pas sur des gros repas, ils sont sur des repas très segmentés. Et donc, il faut rentrer dans les habitudes des gens. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, mais avec une proposition, alors ça s'appelle Go Go Squeeze aux États-Unis, c'est Pom Pot en France, on va leur apporter du fruit, on va leur donner le goût du fruit. Et puis, on va mélanger fruits et légumes, c'est ce qu'on a fait. Et demain, on fera du 100% légumes. Et quand on fait la même chose sur Babybel, en fait, on a une source de protéines, là encore, très saine. Et, dernière chose, en portion, un des sujets des États-Unis, c'est la dose. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire a fait, et surtout aux États-Unis, un mouvement qui a été d'augmenter les formats. Et en fait, il y a 20 ans, la taille des bouteilles de cola, c'était 20 centilitres. Vous allez aux États-Unis maintenant, vous avez du 2,5 litres. Et donc, il faut faire pour aider, en fait, le monde à mieux manger, la portion, c'est formidable. C'est la juste dose en calories, c'est la juste dose nutritionnelle, parce qu'elle est très dense en nutriments. C'est aussi le zéro gâchis. Vous ouvrez... On gâche moins de portions que quand on a des gros morceaux, c'est sûr. Exactement. Quand vous ouvrez un paquet de Babybel, vous en prenez un, les autres, ils restent dans le frigo, ils restent très bien. Donc ça, c'est pour les US. C'est pour ça qu'on a encore une très belle perspective de croissance sur les États-Unis. Et après, pourquoi l'Asie ? L'Asie, parce que c'est là qu'est la classe moyenne. C'est là que la classe moyenne va se développer sur les 10-15 prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus. La démographie le montre déjà. Et ce qui était plus compliqué pour nous sur l'Asie, c'est que, à part l'Inde, qui est un marché de produits laitiers, sur lequel le fromage n'est pas encore créé, mais qui avait une appétence, qui aime le goût du fromage, le reste de l'Asie, c'est ce que je vous décrivais sur la Chine. En fait, ils détestent les goûts fromagers. Ils ne faites jamais goûter un vrai fromage à des Chinois. Ils ne vont pas du tout comprendre gustativement. Mais donc, du coup, il a fallu s'adapter. Et c'est pour ça qu'on est arrivé encore une fois en se disant, mais nous, on ne vend pas du fromage, on vend du snack sain. Et d'où d'arriver plutôt avec un pas de côté et avec un produit laitier sucré, toujours très sain, mais au goût qui plaît aux Chinois. Si on reste 2 minutes sur les États-Unis, ça change quoi pour vous, l'augmentation des droits de douane par Donald Trump ? Ça va vous obliger à revoir votre stratégie d'implantation ? Je l'ai dit, vous avez 5 usines, vous allez en ouvrir d'autres. Comment ça va se passer ? En fait, non, ça change pas notre stratégie parce que nous, on a un modèle multilocal. En fait, on met nos usines à proximité des marchés de consommation. Des marchés de consommation et aussi beaucoup, parce qu'en fait, Babybel, c'est un produit frais, par exemple. On se met là où il y a du lait. Donc, en fait, on va se mettre à côté des grands bassins laitiers et nos usines de pommes potes, on les met là où il y a des pommes. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le Michigan, parce que c'est là qu'il y a des vergers aux États-Unis, par exemple. Donc, on a toujours eu une stratégie d'implantation. C'est pour ça qu'on a 29 usines dans la totalité du groupe. On a toujours eu une stratégie d'implantation au plus proche de nos consommateurs. Aujourd'hui, c'est un modèle très gagnant, très résilient. Par contre, il est clair que on va continuer en fait à augmenter nos capacités de production sur les États-Unis. Donc là, on vient de doubler la taille de notre usine de pommes potes qui était à Nampa et on va doubler la taille de notre usine de Babybel à horizon 2 ans. Ouais. Donc c'est vrai indépendamment des droits de douane. Voilà. Ouais. De toute façon, c'était exactement la feuille de route qu'on avait. Ça nous pousse à continuer à accélérer parce que on voit que c'est le bon modèle en fait. On va faire un focus sur votre transformation numérique et les investissements en R&D que vous faites. Alors, il y a une tradition dans notre podcast, c'est une question sur l'IA posée par une intelligence artificielle. Je m'explique. Hier, j'ai demandé à SIA GPT Next, notre outil interne d'intelligence artificielle générative, de me suggérer
quelques questions sur les transformations de votre groupe. J'en ai retenu 2, dont celle posée par Nicolas. Je précise que c'est une voix artificielle. On l'écoute et vous y répondez juste après. L'intelligence artificielle est au cœur de votre stratégie d'innovation, notamment à travers votre partenariat avec Dassault Systèmes. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment cette technologie révolutionne votre R&D et vos process de production et quels sont les premiers résultats tangibles ? C'est une très bonne question. Nicolas a bien travaillé. Alors, oui, c'est vrai qu'on a signé un partenariat avec Dassault Systèmes sur, un partenariat stratégique, donc qui va se dérouler sur plusieurs années. Et il y a plusieurs points de départ, en fait, parce que dans le partenariat, j'allais dire, il y a plusieurs verticales. Il y en a une déjà qui est de digitaliser nos usines de manière à ce que un opérateur sur ligne puisse, de manière très simple, très visuelle sur un iPad, prendre conscience tout de suite d'un défaut qui puisse arriver sur la ligne. Et ça permet quoi ? Ça lui permet d'avoir tout de suite une réponse immédiate. Quand on a des lignes qui sont pas digitalisées, on n'a pas mis des capteurs sur l'intégralité de la ligne, on s'aperçoit du défaut. Peut-être en bout de chaîne. En bout de chaîne, parfois une semaine après. On peut avoir des endroits où, il y a un défaut, donc on perd un peu de lait. Et nous, le lait, ça coûte très très cher. C'est le cœur quand même du modèle et c'est ce qui a beaucoup de valeur dans nos produits. Et donc, quand on s'aperçoit qu'on a perdu un peu de lait tous les jours et qu'on s'en aperçoit 15 jours après, on a perdu en productivité. Et puis, ce que je dis souvent, c'est pas que de la productivité, c'est-à-dire que le lait, c'est du carbone, c'est de l'eau, c'est des terres arables utilisées, encore une fois, pour nourrir les bovins. Donc, ça a un coût planétaire et ça a un coût tout court. Donc, quand on devient très productif, quand on arrive à utiliser chaque goutte de lait au maximum, c'est bien pour notre jambe performance durable et c'est bien pour notre jambe performance financière. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière le partenariat sur nos usines, de réussir à digitaliser au maximum et de remettre aussi, ça je trouve c'est intéressant, de remettre l'opérateur sur ligne en capacité de trouver lui-même les solutions et donc d'être autonome. Donc on fait parce que finalement la transformation digitale, c'est pas juste une transformation d'outils, c'est aussi une transformation organisationnelle et culturelle. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ces programmes sont des programmes lourds qui se déploient sur plusieurs années, parce que ça passe aussi par ce qu'on appelle nous les équipes autonomes, c'est-à-dire rendre chaque opérateur capable de faire les premières maintenances, contrôler la qualité, contrôler la sûreté. Donc ça permet aussi de développer j'allais dire nos opérateurs et de pouvoir même imaginer et ça fait monter en compétences. Voilà, exactement, monter en compétences et donc des parcours de carrière où on a nous pour ambition d'avoir des opérateurs et on en a un d'ailleurs à Sablé qui peuvent devenir à terme directeurs d'usine. Donc ça c'est sur la partie industrielle. Si je regarde maintenant la partie R&D, ça c'est très innovant pour les deux groupes, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est de l'ordre de la recherche. Pour eux comme pour nous. L'outil n'existe pas encore. Et c'est parti d'un constat et d'une vision commune qui était donc nous, comme à Dassault Systèmes, on a envie de transformer en fait l'alimentation pour qu'elle soit plus durable, plus accessible, plus saine. Et on sait aujourd'hui que si je vous amène dans un laboratoire, on développe des nouveaux produits. En fait, on va mettre un ingénieur devant un Thermomix, un peu plus sophistiqué. C'est pas une cuisine, c'est un laboratoire. On va prendre des données. Il y a des blouses blanches, mais voilà, grosso modo, c'est la même chose. On va tester devant un Thermomix et on va goûter et on va refaire et on va refaire et on va refaire. Donc, c'est très empirique. Très artisanal, quelque part. Très artisanal, très empirique. Et finalement, ça n'a pas bougé depuis plus de 100 ans. On développe les recettes comme on les développait. Alors, encore une fois, on a de la data, on a de la science, mais on est resté sur des méthodes qui sont des méthodes très empiriques. Ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle va permettre de faire, c'est de développer ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Ça veut dire quoi un jumeau numérique ? C'est-à-dire que il va être capable de simuler ce qu'un mélange, ce qu'une nouvelle recette, ce que des nouveaux ingrédients, voilà exactement, vont pouvoir donner sans avoir besoin de l'expérimenter. Et ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il va même, du coup, penser à des combinatoires auxquels l'homme n'aurait pas pensé. Ou alors, il nous aurait fallu
10, malchance 20 ans, parfois même. voilà, ou de la malchance, voilà, pour tomber sur cette combinatoire. Et donc du coup, ça prend du temps parce que nous, il faut qu'on constitue la base de données, donc il faut qu'on récupère toutes les expérimentations qu'on a fait avant pour être capable de travailler et de modéliser. Là où on est confiant, c'est qu'on travaille avec Biovia, qui est la branche qui est surtout ce qu'ils appellent life science, donc science de la vie, et qui est installée à San Diego. Et ils ont déjà développé des jumeaux numériques pour innover, et en particulier dans tout ce qui est pharmacie. Aujourd'hui, les nouveaux médicaments qui sortent ont été travaillés par de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques. Donc, si on a réussi et s'ils ont réussi à le faire sur l'univers de la pharmacie, de la santé, bah nous, on se dit qu'il y a forcément un moyen de réussir à le faire sur l'alimentation. C'est pas forcément plus simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que comme l'alimentation, il y a plein de facteurs, il y a le visuel, il y a le goût, il y a l'odeur, il y a la nutrition, il y a le coût, parce qu'il faut que ça reste... En fait, c'est une alchimie qui est complexe. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup de doute qu'ensemble, en imitant nos meilleurs cerveaux, nous du côté de la recherche et eux du côté de la recherche, on sera en capacité de trouver des outils qui vont nous faire développer plus vite. Et c'est pas que développer plus vite, je le remets dans notre contexte. On pense que nous, il faut qu'il y ait une rupture qui nous permette, par exemple, de découvrir des protéines qui seront aussi bonnes nutritionnellement que la protéine laitière, beaucoup plus accessibles et qui permettent de répliquer l'expérience gustative de ce que l'on donne aujourd'hui. Et si on fait ça, on a une très grosse solution à pas mal de malnutrition dans le monde. Alors, c'était justement l'objet de la question d'Audrey, deuxième voie artificielle. C'était comment l'IA vous aider à transformer vos produits, comme accélérer la transformation de produits. Mais comme vous venez d'y répondre, on va passer à la question d'après. Alors, l'IA, elle vous aide aussi à transformer vos emballages, à traquer, comme vous dites, le plastique ou l'aluminium grâce à des simulations in silico. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une simulation in silico, en quoi ça consiste et est-ce que vous pouvez nous expliquer et donner quelques exemples du résultat de ces simulations et de ce que ça vous permet de gagner en efficacité ou même en termes environnementaux? Donc nous, on a posé une vision sur le packaging. Donc quand on fait de la portion, on a beaucoup de packaging. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est moins durable parce qu'on a fait des analyses de cycle de vie de nos produits et on sait par exemple qu'une boîte de vache qui rit en portion, d'un point de vue packaging, est moins lourde en carbone qu'un format familial en barquette. Donc, comme quoi, c'est parce que c'est beaucoup plus léger, parce que l'aluminium est très fin. Donc, du coup, on a un meilleur ratio entre le poids du produit et le poids du packaging. Mais néanmoins, nous, on s'est toujours fixé une vision qui est, on doit aller vers zéro plastique, zéro aluminium. Oui. C'est une vision, donc ça va nous prendre quand même un petit peu de temps. Et par exemple, aujourd'hui, c'est combien, je veux dire, le plastique et l'aluminium dans un emballage normal? Non, le plastique, c'est assez peu parce que nous, on a plus de 80% de nos packaging qui sont soit à partir de carton, soit à partir d'aluminium. Donc finalement, on en met assez peu de plastique, mais on en a parfois. Babybel, par exemple, on peut en avoir autour de Babybel. Donc là, on va passer sur un Babybel qui est entouré de papier. Et donc la vision, c'est d'aller vers un 100% papier. Et pourquoi le papier? Le papier, il est recyclable. Le papier, il est d'une origine fibreuse. Donc, si par malheur, quand vous allez faire un pique-nique, il y a ce qui entoure... c'est biodégradable. Voilà. Et en fait, le papier, il va disparaître 10 ans après, il est plus là, alors que l'aluminium, il reste. Donc ça, d'un point de vue environnemental, c'est très positif. Et finalement, nous, on est convaincus que cette rupture, on va réussir à la mettre en œuvre. Donc, évidemment, les outils d'intelligence artificielle nous permettent de simuler, encore une fois, donc d'anticiper comment le matériau va réagir, va interagir avec le produit, comment la durée de vie, parce que c'est un des trucs qui est souvent frustrant, c'est que si on n'a pas un outil qui est capable de simuler la vache qui rit à horizon 3, 4, 5, 6 mois, en fait, on est obligé de la mettre dans une salle et puis d'attendre les 6 mois pour voir comment se retrouve la vache qui rit et si elle a toujours le même goût. Donc aujourd'hui, on est déjà en phase de pilote et de proto, par exemple, sur un qui rit avec une portion 100% papier.
Donc, on n'est pas en train de rêver, encore une fois. Ça n'a pas nécessité que c'est des pas de la outils science-fiction, c'est demain. d'intelligence. C'est En aujourd'hui. tout cas, on est en proto, ça tourne dans nos usines. Il faut voir si le consommateur est prêt à accepter ce mouvement-là. Il faut que l'ouverture soit absolument parfaite, parce que vous avez bien vu que dans nos produits, il y a une expérience du produit qui est absolument parfaite. Donc, je suis pas en train de vous dire, on va le mettre sur le marché dans 6 mois. Mais on n'est pas en train de rêver du tout. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est au cœur, là encore, de ce que Belge sait faire. Quand je vous disais qu'on est des packagers, qu'on a des machines propriétaires, cette machine qu'on travaille sur Kiri, on est obligé d'emballer différemment, puisque l'aluminium, il a cette propriété qui est de conserver. Et donc, je dois faire une portion en papier totalement qui conserve aussi. Hermétique. Et vous savez comment on l'a craqué ? On l'a craqué en s'inspirant, et là aussi, l'IA a été intéressante, de l'origami. C'est un savoir-faire d'origami, c'est-à-dire c'est le pliage, et c'est le savoir-faire du pliage qui nous permet de craquer une portion qui est hermétique, totalement hermétique, qui s'ouvre facilement et qui permet de délivrer la même expérience consommateur à terme. Il y a un autre rendez-vous obligatoire dans le podcast de l'hypertransformation by SIA, c'est la question posée par l'invité précédent. En l'occurrence, Thibaut Gully, le directeur général de France Travail, qui compte vous interroger sur votre relation avec les agriculteurs et notamment les producteurs de lait. On l'écoute et vous lui répondez dans la foulée. Bonjour Cécile. Alors, je connais un petit peu Bell et puis tous les engagements que vous pouvez avoir, mais je me posais la question, pour créer de la valeur, vous avez besoin des agriculteurs, et c'est quoi le rapport que vous avez et que vous avez envie de construire avec les agriculteurs pour assurer un partage de la valeur ajoutée exemplaire et durable ? Alors, c'est une très bonne question. C'est au cœur de notre modèle. Je vous le disais, il n'y a pas nous, on nourrit personne. S'il n'y a pas un éleveur au début de la chaîne, moi, je nourris personne. Et donc, derrière l'alimentation, il y a quand même un sujet de société fondamental qui est le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Et le modèle, c'est quand même fondé, il faut le reconnaître, sur une paupérisation de l'amont agricole. Donc, on est content parce qu'on nourrit le monde et puis on nourrit pas trop cher, mais au détriment de ceux et celles qui nous nourrissent. Donc, en fait, ça, c'est pas tenable dans le temps. À horizon 10 ans, il y a la moitié des éleveurs de lait en France qui vont partir à la retraite. Donc, autant vous dire que si on ne donne pas un revenu décent à ces éleveurs, il n'y a aucune chance qu'il y en ait la moitié qui trouvent des repreneurs. Et nous, on l'a réalisé il y a assez longtemps, on l'a réalisé avant même qu'il y ait une loi comme la loi Egalim qui propose justement de contractualiser. Donc, si je prends l'exemple de la France, depuis plus de 7 ans, on a un principe de contractualisation avec nos éleveurs. Donc, nous, on se conçoit comme un partenaire. On négocie pas avec eux, on co-construit un prix du lait chaque année. Et ce qui a été très innovant, puisqu'on parle d'innovation et de rupture, c'était d'oser. Finalement, c'est l'audace qu'il y a eu derrière ce mouvement-là. Il fallait oser il y a 7 ans, et j'étais pas là, donc j'en parle encore plus librement. Il fallait oser sur le premier centre de coût de notre PNL, qui est le lait, de dire, en fait, je ne vais plus regarder le prix du marché. Je prends le prix de la Je prends le prix de la production, je rajoute à ce prix de production, aujourd'hui, on rajoute 2 SMIC et demi. C'est des petites fermes où en moyenne, il y a entre 2 et 3 personnes qui y travaillent. Donc, on prend le coût du travail en compte, alors qu'il y a beaucoup de fermes où, en fait, il va y avoir le fermier qui se paye et puis personne d'autre. Et on va y rajouter des primes à la transition agroécologique. Et donc, le total de ça fait un lait qui est plus valorisé que la moyenne du marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent, c'est dur de faire bouger les pratiques agricoles, ça prend du temps. En fait, c'est assez faux. C'est difficile de faire bouger quelqu'un quand il ne sait pas ce qu'il gagne à la fin du mois. Alors que là, c'est garanti. Exactement. En fait, on ne peut pas dialoguer sur la fin du monde si on ne sait pas ce qu'on gagne à la fin du mois. À partir du moment où on a donné de la visibilité à nos éleveurs, qu'on leur a dit, mais quoi qu'il se passe sur le marché, on part de ce prix du lait, on rajoute le prix de votre travail et on met des primes à la transition agroécologique, en un an, je sais pas si vous imaginez, 1 an dans le temps agricole, c'est rien. En 1 an, ils avaient basculé lait de pâturage. Parce que nous, on croit que l'élevage est durable quand la vache, elle peut être dehors et qu'elle boute, et que du coup, même, elle a un impact positif sur le sol, puisqu'elle crée un engrais naturel qui est très positif pour la santé du sol.
En 18 mois, ils avaient un lait garanti non OGM. Pourquoi on garantit le non OGM ? Parce qu'en faisant ça, on savait qu'on interdisait à l'ensemble de nos éleveurs, ceux qui voulaient aller vers cette prime-là, d'utiliser du soja qui arrive du Brésil et qui, au-delà des taux OGM, crée la déforestation pour nourrir leurs bovins. Et quand on leur a dit, vous pouvez plus utiliser ce soja-là, puisque nous, on veut être accrédité non OGM, ils ont fait quoi ? Du coup, ils ont cherché des sources de protéines sur leur ferme. Donc, ils font quoi ? Ils font du pois, ils font de la luzerne. Du lin. Du lin, exactement. Et on sait que tout ça, ça a aussi un impact positif sur les émissions méthane des vaches. Donc, il y a un modèle durable d'élevage qui pratique le pâturage tournant, qui nourrit les vaches avec des sources de protéines qui sont sourcées sur la ferme et qui sont meilleures en plus de ça par rapport aux émissions méthane qu'il peut y avoir derrière. Donc, globalement, on les a engagés dans cette transformation et aujourd'hui, ce sont les premiers à vouloir continuer à avancer, à vouloir être pionniers et à être fiers de leur métier et fiers de nourrir le monde comme ils le font. Donc, la relation avec eux, elle est éminemment partenariale. C'est-à-dire, et moi, je n'arrête pas de dire, il faut remettre de la valeur derrière l'alimentation. Il faut que chaque personne réalise, conscientise ce qu'il y a derrière ce qu'il met dans son assiette. Parce que moi, le pari que je fais, c'est que le consommateur, les Français, les Américains, sont prêts à mettre les quelques centimes de plus s'ils savent que ça, c'est utilisé justement pour des pratiques agricoles responsables ou pour un salaire décent de cet amont agricole. Donc ça, c'est notre conviction, c'est notre combat et on voit que ça fonctionne. C'est-à-dire que sur les 700 membres de l'accord que vous avez de tarifaire garanti à 100%, tous les agriculteurs sont aussi engagés dans cette transition écolo pour cultiver différemment les sols. Absolument. En fait, ils ont tous basculé sur le pâturage. Ça, c'est dans notre cahier des charges, c'est garanti. Donc, c'est pas sur optionnel. Sur le lait non OGM. Non, le premier mouvement qu'on a fait, c'était vraiment, on a mis un cahier des charges et on leur a laissé du temps pour y arriver. Mais ils y sont arrivés en 18 mois, ce qui nous a plutôt surpris dans la rapidité. Donc, on a un socle de base qui était complètement obligatoire. Et là, maintenant, on a fait une nouvelle innovation puisqu'en décembre dernier, on a fait une nouvelle contractualisation avec eux. Et là, on a poser 9 pratiques d'agriculture qu'on dit régénérative, donc qui permet au sol de se régénérer. Et en fait, pourquoi on en a mis 9 ? Et sur chacune de ces 9, on a mis une prime, parce que chaque ferme est différente. Et donc, parfois le lin est très intéressant, parfois je peux pas du tout le cultiver sur ma ferme et ça sera pas du tout économiquement intéressant. Donc en fait, on en a mis 9 pour que chacun puisse piocher, développer son propre modèle d'agriculture régénérative qui fonctionne d'un point de vue de la performance financière et de la performance environnementale. Donc ça, c'est ce qui est déployé cette année. Et ça veut dire, si je résume, que plus ils sont performants dans leur transition agroécologique, plus ils gagnent. Oui, parfois, c'est des sommes qui sont importantes. Je vois que le prix garanti, il est à peu près de 485 € pour 1000 tonnes de litres de lait et les primes à la transition écolo peuvent représenter jusqu'à 15 €, 20 €, donc permettre d'augmenter fortement cette rémunération. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une prime à la performance. Les plus performants font très clairement partie à chaque fois des mieux payés du marché. C'est tout l'idée de cette nouvelle charte et c'est d'accélérer le mouvement, encore une fois, de récompenser ceux qui sont les plus pionniers, qui sont les plus avancés et donner envie à ceux qui n'étaient pas à ce niveau-là d'aller chercher ce niveau-là. Alors, votre stratégie, c'est d'arriver à une filière laitière bas carbone. Alors, vous développez d'autres types d'accords pour y parvenir, d'autres partenariats. J'ai entendu parler de compléments alimentaires, par exemple Bovaer, qui permettent de réduire les émissions de méthane des vaches laitières ou encore de restauration de tournières dans le Jura originel du Gros Bel afin de stopper les émissions de CO2. Vous en avez quand même beaucoup comme ça, des partenariats ou des expérimentations qui permettent d'aller vers cette filière laitière bas carbone ? En fait, c'est toujours la même logique. Nous, on va être pionniers dans cette transition. Donc, c'est vrai que le complément alimentaire, il est très intéressant parce que quand on arrive à bien l'utiliser dans l'alimentation des vaches au quotidien, on peut faire baisser jusqu'à 30% les émissions méthane. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si on arrive à le déployer, ce qui est notre vision sur l'ensemble de nos bassins laitiers, on va annuler, c'est l'équivalent, on va annuler en émissions carbone 100% des émissions du groupe quand on regarde le scope 1 et 2, c'est-à-dire nos usines.
Donc vous vous rendez compte, Ouais, c'est énorme. toute l'utilisation, enfin ce que l'on consomme en énergie, en carbone sur l'ensemble de nos usines peut être annulé si on arrive à déployer Bovaer partout. Donc c'est évidemment une des ambitions qu'on s'est fixées. Et après, le sujet des tourbières, c'est un petit peu différent. Alors, c'est un peu anecdotique parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est symbolique. Il y en a beaucoup dans le Beaucoup, monde. oui, mais beaucoup. là où l'expérimentation se fait, il y en a pas Oui, beaucoup, c'est ça que je veux dire. En fait, elle est intéressante parce qu'elle est chez nous. En fait, c'est dans le Jura. Et l'histoire du groupe, le groupe est né dans le Jura. Le groupe est né, la vache qui rit est née dans le Jura. Et le groupe a depuis très longtemps donc un engagement qui est d'aller vers, de tenir les accords de Paris, d'aller vers même un modèle de tendre vers sur ce qu'on appelle le net zéro, c'est-à-dire pouvoir arriver à zéro émission de CO2. Pour le faire, il faut d'abord diminuer au maximum toutes nos émissions carbone. Donc sur nos usines, on a divisé par 2 en 5 ans, par exemple, nos émissions carbone. On fait ce qu'on fait sur l'amont laitier, donc on a une ambition, pareil, de faire baisser à horizon 2035 de 25% nos émissions carbone sur notre amont laitier. Et puis, il y a du résiduel. Et donc, le résiduel, c'est comment on peut réussir à le séquestrer, mais le séquestrer différemment. Et donc là, dans nos projets de séquestration, les tourbières nous ont beaucoup intéressés parce que finalement, quand on restaure une tourbière, on a un puits carbone très important. C'est même plus efficace souvent que de replanter des forêts. On a un gros impact sur la biodiversité parce qu'en fait, c'est un milieu humide. Donc, en fait, on va recréer tout un écosystème à l'intérieur de nos forêts. Et on est en partenariat public-privé là-dessus. Et on est effectivement au tout début parce que on veut mettre beaucoup de données pour bien comprendre à quel point l'enjeu des tourbières est important pour qu'une fois qu'on ait réussi ce premier pilote, on puisse, et j'espère s'associer aussi avec d'autres industriels que nous, un peu comme le fonds Livelihood a été créé où on a plein d'industriels qui se sont dit mais finalement il y a un enjeu avec les mangroves et les mangroves c'est aussi un très beau sujet, ça capte du carbone, ça fait aussi, ça recrée tout un écosystème qui est très intéressant en termes de biodiversité. Et donc, nous, on espère qu'on pourra après déployer ça parce que des tourbières à restaurer dans le monde, il y en a beaucoup. Alors, le groupe Bell est devenu, je le disais tout à l'heure, en 2024, entreprise à mission et vous pensez qu'un autre modèle alliant performance financière et extra-financière est possible. En quoi le fait d'être passé entreprise à mission vous permet de mieux le faire et qu'est-ce que dans votre statut d'avant, qu'est-ce que ça vous empêchait de faire ? Je pense notamment, ça vous permet, vous dites, d'arbitrer entre investissement à long terme et rentabilité immédiate. C'est vraiment cette bascule qui vous permet de le faire aujourd'hui ? Alors, c'est pas l'entreprise à mission qui nous a fait basculer là-dessus, parce que ça, on le faisait avant. Ce qui nous a, je pense, bien équipés pour piloter à la fois la jambe de la performance financière et la jambe de la performance durabilité extra-financière, c'est de tout mettre sous une tête et sous la responsabilité de la finance. Donc, nous n'avons plus au sein du groupe, nous n'avons pas de directeur financier et on n'a pas joué sur les mots. On a vraiment dit, finalement, moi, en tant que CIO, je suis là pour créer de la valeur. La bonne question, quand j'interagis avec mes actionnaires, c'est comment on définit la valeur. Et la valeur chez Bell, on la définit sur 2 jambes qui ont toutes les 2 le même niveau d'importance, la jambe financière et la jambe de la durabilité. On pense que la durabilité, c'est un avantage compétitif. Ça le sera de plus en plus demain. Et en même temps, on a besoin de performance financière parce que, à un moment, c'est quand même ça qui permet de financer tous les investissements dont on parle, les tourbières, les biomasses à côté de nos usines, toute cette transition-là. Les jumeaux numériques avec ce système. Exactement. Donc, on a besoin des 2. Et du coup, on s'est dit quelle fonction dans l'entreprise a pour objectif de piloter la performance, de s'assurer qu'on délivre la création de valeur, d'amener de l'ambition et de l'attention pour que chacun travaille pour aller chercher l'objectif, ça, c'est quand même le rôle des financiers. Et donc, on a dit aux financiers, vous vous appellerez plus directeur financier, vous allez être directeur de l'impact global et vous n'allez pas piloter juste le chiffre d'affaires, la marge, le cash flow, mais vous allez piloter l'atteinte de nos engagements. Mais alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que oui, c'est des engagements long terme, mais on ne délivre le long terme que si on est capable de le piloter à court terme. Et donc, ce que ça a provoqué quand on a donné ça aux financiers, c'est que les financiers, si vous leur donnez une data et un objectif qui est pas granulaire, qui savent pas voir tous les mois, qui savent pas piloter en disant, voilà, exactement, ils disent, je sais pas faire.
Et la magie de ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, OK, on prend le challenge, mais du coup, on va le piloter, et sérieusement, et on va le mettre dans tous les processus financiers de l'entreprise. Donc, quand on fait des budgets sur l'ensemble de nos données, dans nos données carbone, dans nos données eau, dans nos données, etc. Et quand on a des conversations de performance, tous les mois, on a une conversation de performance qui intègre les deux jambes. Et donc, ça nous a permis d'accélérer super fort dans l'opérationnalisation de la RSE, parce que des données, encore une fois, que vous pilotez une fois par an et que vous constatez en rétroviseur, mais que vous n'êtes pas capable de projeter, en fait, vous ne savez pas la piloter. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé quand on a créé cette nouvelle fonction de Global Impact Officer. Pour revenir à l'entreprise à mission, donc en réalité, dans mon pilotage opérationnel au quotidien, ça n'a pas transformé l'entreprise. On était déjà là-dessus. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'entreprise à mission, c'est que, c'est un engagement de nos actionnaires. En fait, c'est surtout au niveau actionnarial que c'est un énorme engagement, puisqu'ils ont dit, on va mettre dans les statuts de l'entreprise, donc c'est dans les statuts, que quoi qu'il arrive, on va piloter la dimension extra-financière au même niveau que la dimension financière. On va la reporter, on aura un comité de mission avec des membres externes, indépendants, qui vont venir nous challenger sur le pilotage et l'ambition que l'on se fixe sur les dimensions de durabilité, tout comme on pilote le reste de la stratégie et la performance financière. Et donc, ça, c'est déjà un énorme engagement. Et pourquoi on s'est senti confiant de le faire l'année dernière et pas avant? Parce qu'en fait, on s'est dit, on avait eu le Covid. Après le Covid, on avait eu la guerre en Ukraine. On avait eu une inflation que jamais les entreprises de l'agroalimentaire n'ont eu à absorber. Et malgré tout ça, on n'a jamais lâché, pas une année, la dimension extra-financière. Et on a réussi à tenir les marges et à tenir la performance financière. Et donc, c'est parce que l'année dernière, en 2024, ça allait un petit peu mieux, qu'il y avait un petit peu moins de désordre, que vous vous êtes dit, là, il y a une brèche, on s'engouffre dedans? Non, c'est parce qu'on s'est dit, là, on a eu le stress test maximum. Ouais. Alors, pas être pire. On a testé la stratégie du groupe, elle tient, et en fait, on peut y aller. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans nos statuts. Donc, moi, je trouve que ça donne beaucoup de cohérence à l'entreprise, ça renforce notre gouvernance avec ce comité de mission qui va nous amener un regard extérieur et va nous faire encore progresser sur nos ambitions. En interne, c'est pas une révolution, mais c'est une satisfaction. Et encore une fois, ça amène de la cohérence, et même vis-à-vis de l'externe, ça apporte de la cohérence et de la crédibilité. On est d'accord que ce n'aurait pas été possible si vous étiez resté coté à l'Euronext Paris? Je sais pas. Non? Non, je sais pas. Alors, évidemment que l'actionnariat familial, qui ne raisonne que comme ça en termes de résilience et de long terme, c'est tellement aligné avec leurs valeurs. Et il y a 20 ans, Antoine Fiavet a mis la RSE au cœur du modèle de Bell. Donc, évidemment que ça joue. Mais je vais vous dire pourquoi je vous dis je sais pas. Parce que, là encore, si on oppose performance financière et durabilité, en fait, on transformera pas le monde. Et si on se dit que toutes les boîtes qui sont listées sont pas capables de tenir les deux jambes comme on le fait, on va quand même avoir un énorme problème de résilience pour l'ensemble de nos entreprises à 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que les répercussions du changement climatique sur nos opérations, elles sont déjà réelles et elles vont continuer à être de plus en plus réelles. Et donc, moi, mon combat, c'est de montrer qu'en fait, on arrive à faire les deux. Quand on fait 3,4% de croissance l'année dernière, 4,3% de croissance volume, vous pouvez nous comparer aux très gros de l'univers du food, on est plutôt dans les très bons. Et on n'a pas fait sans sacrifier le côté durabilité. Exactement. Donc c'est pour ça que j'insiste, parce que à chaque fois qu'on se met dans ce corner-là, alors ce que ça nécessite par contre, c'est que c'est vrai que le métier de tout le monde change. Vous avez bien vu le métier d'acheteur, avant ils achetaient un prix du lait. Là, aujourd'hui, il négocie de la transition agroécologique. Un financier, il pilote plus de la marge opérationnelle, il pilote de la marge opérationnelle et une trajectoire carbone, une trajectoire eau, une trajectoire nutrition. Et il essaie de les financiariser, qui est aussi un autre challenge. Mais en tout cas, nous, on essaie de s'y attacher au maximum. Quand on est un vendeur chez Bell et qu'on approche nos clients, on les approche jamais en leur parlant uniquement de voilà ce qu'on va faire ensemble et comment on va développer la marge. On les engage toujours sur en fait, vous savez quoi, on va évidemment qu'on va s'intéresser à la marge qu'on fait ensemble, mais on va surtout s'intéresser à bien nourrir le monde. Et donc comment je peux, à travers mon assortiment,
vous apporter des solutions simples de bien manger avec un impact carbone qui sera mieux disant que ce que vous vendez aujourd'hui. Et ça, je trouve c'est intéressant parce que ça change l'ensemble des conversations de l'entreprise. Et moi, je le dis souvent, une entreprise, c'est une somme de conversations. Et finalement, le rôle du dirigeant d'entreprise, c'est de poser le cadre qui permet d'avoir les bonnes conversations. Et après, sur base de conversations, des décisions se prennent, des actions se font. Mais c'est ça le gros de la transformation chez Bell. Alors avant de conclure, il y a un dernier exercice auquel l'invité doit se plier. C'est un portrait chinois en quelques questions simples, revisité par mes soins. Alors vous devez répondre du tac au tac, presque sans réfléchir. Si vous séchez ou ne savez pas, vous pouvez dire « je passe ». D'accord. Alors, quelle est votre devise professionnelle ou votre maxime préférée ? Mettre du « et » dans tout. Et vous nous l'avez montré pendant ce podcast. Votre geste écolo quotidien pour réduire votre empreinte carbone. Ce que je mets dans mon assiette. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petite. Danseuse, étoile. Vous êtes plutôt Kiri, Babybel ou Vache Kiri ? Babybel. L'appli que vous utilisez le plus chaque jour ? L'appli que j'utilise le plus chaque jour, il y a une appli que je vais tous les jours, ça s'appelle Viva Engage, c'est un espèce de Facebook interne. Et moi, j'adore ce truc parce que j'arrive à voir tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça, je trouve ça formidable et ça casse les liens hiérarchiques parce qu'en fait, je peux mettre des commentaires, je peux liker une exécution d'un vendeur au Vietnam. Et donc, ça crée un lien de dingue avec l'ensemble des marchés. Enfin voilà, donc moi, j'y vais tous les jours. Et des collaborateurs. Et voilà, exactement. Et ça crée du lien avec les collaborateurs. C'est vraiment très chouette. La transformation qu'il vous reste à accomplir ? C'est la transformation dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un modèle alimentaire qui permet de nourrir les gens sainement. Les 10 milliards de personnes. Exactement, les 10 milliards. Et ça, on n'a pas à tant de temps que ça pour y arriver. Encore une fois, 2050, c'est pour nous qui en avons déjà 50 ans, ça peut paraître loin. Moi, mon fils, il a 8 ans. C'est juste sa vie, en fait. C'est son horizon. Ouais. Vous êtes plutôt Tour de France ou Roland-Garros ? Tour de France. Tour de France. Évidemment. Oui, c'était le clin d'œil. Absolument. Le petit défaut dont vous n'arrivez pas à vous défaire ? Le petit défaut dont j'arrive pas à me défaire, je suis très impatiente. La trace que vous aimeriez laisser de votre passage chez Bell ? Pour moi, en fait, quand on est, encore une fois, quand on est à la tête d'une entreprise, ce qu'on laisse, au bout du compte, c'est pas la marge qu'on aura apportée, c'est même pas la part de marché qu'on aura gagnée, c'est ce qu'on laisse dans le cœur des gens. Et donc, nous, on a 12 000 personnes et je me dis, si sur ces 12 000 personnes, j'ai réussi à laisser une trace qui était de montrer qu'un leadership bienveillant, ça permet à chacun de déployer ses ailes. Et si j'ai eu l'impression d'avoir permis à 12 000 personnes de déployer leurs ailes et d'arriver au travail en se disant qu'ils arrivent à apprendre et ils se sentent dans un univers et dans un cadre de travail où ils peuvent être eux-mêmes chaque jour, voilà, j'ai gagné. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cécile, d'avoir échangé avec moi sur l'hyper-transformation du groupe Bell. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'était passionnant. Voilà. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment et que vous avez pu dire ce que vous aviez prévu de dire. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez dire, une réponse à une question essentielle que je vous ai pas posée? Non, c'était très bien et c'était un grand plaisir aussi. Merci en tout cas. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hyper-transformation by SIA pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité, en mai, sera Anne Rigail, la directrice générale du groupe Air France KLM.